Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre deux News, l'émission où l'actualité se décrypte, se débat et s'analyse sans compromis ce soir. Deux sujets brûlants, deux débats captivants et des invités de choix pour vous éclairer sur des questions qui façonnent l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. La présidentielle de 2025 se profile à l'horizon et la mobilisation s'intensifie. À Niamey, l'Alliance de la Jeunesse Unie de Côte d'Ivoire, l'AJUSI, a pris la parole pour un plaidoyer en faveur de la continuité avec le président Alassane Ouattara. Que cache cet appel vibrant, stratégie politique ou simple soutien désintéressé? Nous en parlerons avec Adama Bakayoko, secrétaire général de l'AJUSI, et Joël Lorignonka, analyste politique, consultant et écrivain. Accrochez-vous, chers téléspectateurs, les échanges promettent d'être intenses. Et puis, la question des déguerpis refait surface. 3000 lots aménagés seraient prévus pour des familles déplacées dans la commune d'Anyama. Mais ces promesses suffiront-elles à apaiser les tensions? Pour en discuter, nous recevons plus tard dans la seconde partie Pulchérik Balé, consultante, et Eric Bayala, journaliste analyste dans cette partie. Bonsoir à vous, chers invités. Lorignonka, bonsoir. Bonsoir. Et Adama Bakayoko, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci. Alors, Merci à vous. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2025, la jeunesse ivoirienne se mobilise pour peser dans le débat politique. Samedi dernier à Niamey, le mouvement Alliance de la jeunesse unie de Côte d'Ivoire, l'AJUSI, a tenu une conférence de presse. Au cœur des échanges, un appel à la continuité avec le président Alassane Ouattara et le RHDP, porté par vous, Adama Bakayoko, secrétaire général du dit mouvement. Vous mettez en avant les acquis du régime actuel et vous appelez également à l'unité. Nous allons suivre dans quelques instants votre propos liminaire. On regarde. L'année 2025 s'annonce comme une année d'espoir. Le RHDP demande à son président de briguer un autre mandat pour la Troisième République afin de poursuivre le gigantesque travail abattu depuis 2011. La Côte d'Ivoire s'est totalement métamorphosée sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Nous jeunes, soucieux du développement de notre patrie, qui est aujourd'hui au rang des grandes nations, a su maintenir une trajectoire résilience malgré les perturbations mondiales et régionales. Nous vous informons dès à présent la création d'un mouvement national de soutien au RHDP dénommé AJUSI, qui signifie Alliance de la Jeunesse Unie de Côte d'Ivoire, afin de relever le défi de 2025. Ce mouvement sera piloté par un secrétariat général, à sa tête M. Bakayoko Adama, votre humble serviteur, qui se chargera de l'implantation des différentes coordinations à travers tout le pays. Voilà, des retours en plateau. Adama Bakayoko, sous quel signe placez-vous ce lancement de votre mouvement à 11 mois de la présidentielle ivoirienne? Ok. Merci beaucoup. Et tout d'abord, il faut dire, avant tout propos, je tenais à vous dire merci de m'avoir invité à cet entretien, parce que ça me permettra également d'étaler nos différentes activités après le lancement du mouvement. Ok, donc je vous dis que véritablement merci pour cette opportunité. Ok, donc... sous quel signe placez-vous ce lancement de votre mouvement? Ok, ça c'est simple, nous disons à toute la jeunesse que ce mouvement est placé sous le signe de la cohésion nationale, de l'unité, voilà, pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre clairement dans le développement. Bien. Alors, lors de cette activité, vous avez appelé à la continuité du président Ouattara et du RHDP. On se demande pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnalités capables de diriger la Côte d'Ivoire au sein du RHDP et même en dehors de ce parti politique? Bien sûr. Merci beaucoup. Comme les gens le disent, vous le savez bien, nul n'est indispensable. Et il y a un adage qui dit que le poisson qui est dans votre main, vous ne pouvez pas laisser ce poisson sous prétexte que celui qui est sous vos pieds, vous allez le saisir. Voilà, donc c'est pour dire simplement que Ouattara a fait ses preuves. Et depuis 2010, il a accédé à la magistrature suprême.
Il a fait ses preuves en termes de développement, au niveau de la sécurité, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de plein de choses, raison pour laquelle nous souhaitons que Ouattara continue l'œuvre qu'il a entamée. Bien. Ce mouvement ajusté qui vient de naître souhaite la continuité avec le président Ouattara parce qu'il a mené des actions qui, selon eux, auraient contribué au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Comment vous réagissez face à ce souhait des jeunes, de certains jeunes, voilà, à travers leur mouvement? Merci beaucoup pour l'invitation. Il faut dire que ça n'engage que. Ça n'engage que. Voilà, ils sont libres de soutenir qui ils veulent parce que, voilà, sinon ça n'engage que, ça ne prend pas en compte les problèmes. Vous savez, il y a une raison qu'ils évoquent, les actions de développement menées par le président de la République. Nous sommes des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes l'espoir de tout un peuple, de toute une génération. Il faudrait qu'on élève un peu le débat ici en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont des problèmes. Vous savez, les Ivoiriens ont assez de problèmes qui sont factuels. D'accord? Et la continuité de quelqu'un nous émeut peu. Que M. Adama Bakayoko appelle le président Alassane Ouattara à la continuité, ça n'engage que. Nous avons des problèmes. Nous sommes en train de travailler sur comment réduire le problème des Ivoiriens. Nous sommes en train de travailler sur comment arriver à rendre le panier de la ménagère très léger en termes de coûts. C'est ça le problème des Ivoiriens. Sinon, appeler M. Ouattara à la continuité, pour nous, c'est un non-événement. Bien. Adama Bakayoko, vous avez si bien entendu, les Ivoiriens auraient des problèmes tels que, en tout cas, le panier de la ménagère qui reste aujourd'hui vide, selon certains Ivoiriens. Est-ce que vous pensez que vous avez des arguments nécessaires pour demander un appel au président Ouattara? Quelles sont les réalisations majeures du président qui expliquent votre appel lancé le week-end dernier? Donc, merci bien, j'ai bien écouté mon frère. Et effectivement, je ne nie pas, parce que comme tout le monde le sait, les problèmes ne peuvent pas finir. Mais lui, normalement, il est bel et bien conscient avec moi que depuis l'accession de Ouattara au pouvoir jusqu'à ce jour, il y a une amélioration de notre condition de vie. Et que tous les Ivoiriens le savent très bien, parce que bien avant l'accession de Ouattara à l'indépendance, les problèmes existaient. C'est pour lui dire que les problèmes ne peuvent pas finir. Et je prends même dans les pays les plus développés au monde. Aujourd'hui, il existe bel et bien des problèmes des pays qui nous inspirent aujourd'hui, où nous voulons même y aller, parce que là-bas, il y a le développement, il y a tout. Mais aujourd'hui, les problèmes n'en finissent pas. Mais il faut reconnaître qu'avec Ouattara, beaucoup a été fait. Mais qu'est-ce qui a été fait concrètement? Quelles sont ces réalisations qui vous ont amené à dire que le président Ouattara doit continuer? Vous dites bien sûr, beaucoup a été fait, oui. Mais de quoi s'agit-il exactement? Ok, merci. Quand je dis que beaucoup a été fait, c'est simple. Je l'ai dit tout à l'heure au niveau de plusieurs secteurs. Je prends les infrastructures routières. Bien avant l'accession de Ouattara à l'indépendance, nous étions à 22 000 km de bitume. Et aujourd'hui, de 2010 à aujourd'hui, les faits sont probants et nous sommes à plus de 85 000 de voiries bitumées. Ça déjà, c'est... 85 000 km. De voiries. Je veux dire que ça, c'est déjà un pan de ce qu'il a fait. Et on relève de cela parce que moi, je suis du... Personne ne peut me dire le contraire parce que je suis du ministère de l'équipement et de l'entretien routier, plus à l'inspection générale. Et notre activité est basée sur quoi? Sur le contrôle de nos structures sous tutelle du ministère. Je prends le cas de l'AGEROUTE. Vous pouvez véritablement vérifier, après ce que j'ai dit, comme je le dis, de 2010 en maintenant, 22 000 km, aujourd'hui nous sommes à plus de 85 000 km de bitume. Ça, c'est déjà un fait. Voilà, au niveau également de l'éducation comme au niveau de la sécurité. Voilà. Donc c'est pourquoi je demande à ce qu'on continue avec Ouattara. Bien. Et la croissance économique a été saluée lors de votre activité le week-end, mais certains estiment que cela ne profite pas à tous. Quelle est votre réponse à ces derniers? Ok, moi je pense que ceux qui en disent peut-être que ce ne sont pas des sachants. Bon, sinon, pour ceux qui ont fait un peu d'économie, tout le monde sait que la croissance ne rime pas forcément avec le développement. Parce qu'il peut y avoir croissance sans développement, mais il ne peut pas y avoir de développement sans croissance. Et nous avons parlé de développement tout à l'heure sous l'ère Ouattara. S'il y a eu le développement, c'est qu'il y a eu la croissance. Donc ça veut dire que la croissance, les retombées de la croissance ont été utilisées
de façon judicieuse. Voilà. Bien, Laure Ignanka, hein, on voit l'évolution au niveau des infrastructures routières, l'éducation, la croissance également qui ont été évoquées par les membres de la justice. Comment vous analysez, vous qui dites que ce n'est pas cela que les Ivoiriens ont besoin? On sait tous que les cultivateurs, par exemple, ont besoin de voies bitumées pour pouvoir transporter le café cacao, tout ça. Ok, faut dire que je retourne un peu en 2010. Bien avant que M. Ouattara n'accède au pouvoir, et même pendant la campagne, il y avait des slogans, hein, s'il se rappelle. Ne donne pas ta voix au chômage, ne donne pas ta voix à la cherté de la vie, ne donne pas ta voix à la pauvreté, etc. Vous savez, c'est sur les instants qu'on doit pouvoir évaluer. Il a parlé des infrastructures, mais aujourd'hui, ce qui me plaît déjà, même, il dit qu'il fait partie de... Il travaille déjà... Mais il n'est pas là au nom de cette institution. Non, il travaille quelque part. Il a juste signifié. Déjà, ça veut dire qu'il a un gagne-pain. Mais ces milliers d'Ivoiriens qui peinent même à manger une seule fois par jour, c'est parce que ceux-là, ils ne pensent pas à eux, qui sont en train de toujours appeler la continuité. Mais vous savez, il y a quand même de l'amélioration. Le taux de chômage a quand même baissé en Côte d'Ivoire. Moi, en tant que leader de jeunes, la majorité de mes amis, là, mes amitiés sont au RHDP. Moi, je comprends ce qu'ils viennent de faire. Au RHDP, des amis créent les mouvements parce qu'eux, ils ont besoin de se faire voir ou bien de profiter des largesses du pouvoir. Vous savez, il faut être honnête avec le président de la République. Si à 80 ans, vous obligez encore votre père à aller nettoyer votre champ, c'est qu'il y a une part d'irresponsabilité. On a vu aux États-Unis la plus grande démocratie avec le retour de Donald Trump. Nous ne sommes pas puissants que ces pays. Nous n'avons pas encore mais cette puissance. Mais je vous dis que l'âge n'est pas un facteur pour désigner un candidat. Au RHDP, n'y a-t-il pas d'autres candidats? Lui, aujourd'hui, peut-il me dire de quelle idéologie politique qu'il fait partie? Il faut arriver à l'attenance. Ou bien le mot attenance n'existe pas au RHDP. Il faudrait qu'on élève le débat. Les Ivoiriens ont des problèmes. Revenons sur les problèmes des Ivoiriens. Vous savez, si nous étalons sur les problèmes des Ivoiriens, la continuité nous aimons peu. C'est ce que je suis en train de dire à M. Adama Bakayoko qui appelle à une candidature. Aujourd'hui, il a parlé de la croissance et autres. Mais est-ce que cette croissance-là réjaillit sur le panier de la ménagère? Vous savez, je vais vous choquer. Hier, dimanche, il y a mon épouse qui m'a dit, mais écoute, le balai, il faut acheter un balai. Je tends la pièce de 100 francs, elle me dit, non, le balai est devenu 500 francs. Ça, c'est factuel. Mais qui fabrique le balai? Oui, c'est pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, la palme déjà coûte, quelques brins de palme coûtent 500 francs. C'est ça le problème de l'Ivoirien. Nous ne sommes pas dans le verbiage creux des personnes qui sont rassasiées et qui appellent certaines personnes à briguer un 4e mandat. Non. Qui se ressaisissent. Bien. Alors l'opposition accuse le pouvoir de prioriser les grands projets d'infrastructure au détriment des secteurs sociaux. Qu'en pensez-vous? Et puis comment vous réagissez aussi sur ces propos? Ok. Dans un premier temps, je vais réagir en fonction de ce que M. Laurignon a dit. Et je vais préciser un fait pour lui dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans, comme on le dit, dans la grâce du pouvoir, parce qu'à cause de cela, nous voulons que le président Alassane Ouattara continue l'œuvre de ce qu'il a entamé. Ce n'est ni cela. C'est pour lui dire que nous avons créé ces mouvements juste parce que nous avons vu en Ouattara quelqu'un qui peut encore sauver la Côte d'Ivoire. Il ne peut encore pas parce que je veux dire quoi? La candidature de Ouattara aujourd'hui n'est pas liée à l'âge. Pour quelqu'un qui peut faire mieux pour le pays, la candidature n'est pas liée à l'âge. Vous l'avez dit tout à l'heure, le retour de Donald Trump, il a 78 ans aujourd'hui. Et Biden allait être candidat, il avait plus de 80. Donc c'est pour dire que travailler pour le pays, pour que le pays puisse se développer, n'a rien à voir avec l'âge. Pour le dire également, nous avons créé le mouvement, ce n'est pas parce que nous voulons, comme il le dit, être dans la grâce du pouvoir, ce n'est pas ça. Je rassure tout le monde, de ceux qui nous regardent, les téléspectateurs, pour dire qu'ils ne sont pas des militants de vente. Nous ne sommes pas des militants de vente, nous sommes les militants de première heure. Et nous avons eu confiance en Ouattara, nous savons très bien qu'il pouvait faire quelque chose pour nous, c'est pourquoi nous l'avons suivi. Et comme ce qu'il vient de dire, je suis tout à fait heureux
je vais encore prendre un pan de lui-même ses propos, qu'il a dit en 2010, bien avant que Ouattara ne vienne au pouvoir. Nous avons vu comment est-ce que le pays était géré. À moins que lui ne soit pas, pendant ce temps, qu'il ne soit pas présent en Côte d'Ivoire. Nous avons su comment est-ce que le pays était géré. Avec Ouattara jusqu'à ce jour, comme je l'ai dit, tout le monde est convaincu, même si tu n'as pas les chiffres, que la Côte d'Ivoire s'est véritablement métamorphosée en termes de développement. Et il a dit quelque chose tout à l'heure qui est encore intéressant. Quels sont le nombre d'Ivoiriens qui bénéficient de cette croissance dont nous parlons? Je prends un exemple tout court. Dans Niamey, j'habite à Niamey. Dans Niamey, à mon lieu de travail, avant, je faisais plus de 2 heures de temps en véhicule. Mais aujourd'hui, je fais moins d'1 heure. C'est pourquoi j'ai parlé des infrastructures. Je fais moins d'1 heure, je gagne en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de coût du carburant. Mais ça, c'est un vecteur de bien-être social. C'est pourquoi j'ai dit, tout le monde ne peut pas bénéficier. Que tu veuilles ou pas aujourd'hui, quelle que soit la puissance de Ouattara, il ne peut pas faire le bonheur de tous les Ivoiriens. Honnêtement. Mais s'il y a une évolution dans ce sens, il faut le reconnaître. C'est pourquoi nous voulons que Ouattara continue son œuvre. Parlons maintenant de la présidentielle de 2025. Comment voyez-vous l'élection présidentielle avec votre mouvement? Comment comptez-vous contribuer à cette élection qui s'annonce? Ok, merci beaucoup. Les élections qui arrivent à grands pas de 2025, et nous l'avons dit, pourquoi est-ce que nous avons créé ce mouvement? Il y a beaucoup de mouvements de soutien, comme les gens le disent, mais c'est juste apporter notre soutien encore. On a toujours soutenu Ouattara, c'est juste apporter un tonus à notre soutien. Parce qu'avec ce mouvement, nous allons agir selon notre objectif, selon notre ambition, pour que, selon notre guise, pour que Ouattara puisse continuer l'œuvre qu'il a entamée. Raison pour laquelle nous avons créé ce mouvement. Et vous avez dit également tout à l'heure que l'élection 2025 arrive à grands pas. Qu'est-ce que nous comptons faire? Ça, c'est simple. Après le lancement du mouvement, nous souhaiterons, comment on appelle ça, entamer les activités de grande envergure, dont la cible principale est la jeunesse. Comme nous savons que la jeunesse partout au monde est une frange importante des élections, dont raison pour laquelle nous avons mis l'accent sur la jeunesse. Bien. Alors, quelle lecture faites-vous, quelle analyse faites-vous du fait qu'il existe déjà, on sait qu'il existe des structures au sein des partis politiques, c'est propre à tous les partis, RHDP, PDCI, PPACI et bien d'autres, mais on voit des mouvements de soutien qui naissent très souvent à l'occasion des élections. Voilà, quelle lecture faites-vous de la naissance de ces jeunes mouvements? Bon, pour moi, en quelque sorte, ce n'est pas... Ça apporte une dynamique au parti. Ce n'est pas mauvais de soutenir un parti politique. Vous savez, le problème qu'il y a là actuellement, c'est qui apporte son soutien et pourquoi. Aujourd'hui, avant d'arriver à cette thématique, il a parlé de Ouattara qui va sauver la Côte d'Ivoire. Ça fait 15 ans que le président Alassane est au pouvoir. Vous savez, il a pu réaliser, comme lui-même l'a dit, il a pu réaliser certaines choses en termes d'infrastructures routières. Nous n'allons pas balayer de cela des revers des mains. Mais en même temps, il faut aussi donner une nouvelle dynamique à la Côte d'Ivoire. Vous savez, M. Adama, là où vous êtes, quelqu'un qui a 80 ans ne connaît pas forcément vos réalités. Pourquoi? Parce qu'il serait déconnecté de certaines réalités que vous vivez. Par exemple, au niveau même de la technologie. Nos parents qui ont 80 ans, difficile pour eux aujourd'hui d'utiliser réellement la technologie. Et nous, les jeunes, dont vous voulez partir, les jeunes que vous avez cités tout à l'heure, que vous voulez conquérir, mais est-ce que vous ne savez pas que ces jeunes-là ne sont plus intéressés aux hommes politiques? Et vous vous posez la question, pourquoi ils sont désintéressés? Et qu'est-ce qui vous dit que ces jeunes ne sont plus intéressés par les hommes politiques? Nous avons vu l'enrôlement sur les listes électorales. Combien de personnes qui étaient attendues et combien de personnes se sont fait enrôler? Ça prouve qu'il y a un désintéressement. C'est vrai qu'auparavant, contrairement, il y a eu un peu d'engouement, mais combien sont ces jeunes-là qui aujourd'hui peuvent se lever pour dire je vais voter tel candidat? Les jeunes sont désintéressés, mais qu'est-ce qui les désintéresse? C'est parce qu'ils sont oisifs. Il y a certains, regardez, au niveau des écoles, des grandes écoles, universités et autres, il y a 400 000 étudiants et élèves qui sortent chaque année des universités. Nous avons un ministère de l'emploi et de la jeunesse qui à peine arrive à insérer
au moins 80 000. Et tout le reste, tous ces jeunes qui restent, qui demeurent, ils vont où? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ok, merci. Arrêtons à un moment donné, d'accord, de vouloir satisfaire notre ventre au détriment des problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc pour vous, les mouvements de soutien n'ont pas de place présentement? Présentement, ce n'est pas ça le problème. Le problème des Ivoiriens, là, il est factuel. Mais on peut créer des Vous mouvements comprenez? pour pouvoir intéresser les jeunes à la politique. Vous savez, moi je dis, ceux qui fréquentent beaucoup, là, ce sont les jeunes du RHDP. À Niamey, là, pas plus tard que 2 mois, il y a un mouvement qui a été lancé là-bas encore, pour le soutien de Ouattara. Mais ceux qui ont lancé là, moi je cause à certains. Ah non, laisse, vraiment Joe, il faut que nous aussi là. Non, c'est les mangeurs. Bien, c'est vous qui le dites. Donc, il ne Alors, faut pas qu'ils viennent nous distraire sur les plateaux de télé pour dire qu'ils soutiennent Ouattara, ils soutiennent Ouattara. Non, Ouattara, il est fatigué. Pour moi, le président de la République, il est fatigué, il a besoin de repos. bien. Il a besoin de repos. Vous devez encore voir dans vos rangs qui sont ceux-là, ceux qui vous pouvez miser pour aller aux élections. J'ai une question dans ce sens. Donc, Si Alassane Ouattara ne part pas à la prochaine présidentielle, est-ce que la justice soutiendra automatiquement tout candidat qui sera choisi par le parti? Ok, merci. Nous avons dit que lors de notre conférence de presse, dit que nous souhaitons à ce que le président Alassane Ouattara continue l'œuvre qu'il a entamée parce que nous avons entièrement confiance en lui. Et s'il ne va pas? Oui, j'en viens. Et en fonction de son programme de gouvernement, nous nous sentons concernés, et nous pensons que nous devons y trouver notre bonheur selon le programme de gouvernement d'Alassane Ouattara. Et selon votre question, vous avez dit tout à l'heure que si notre désir ardent, c'est que Alassane Ouattara continue l'œuvre qu'il a entamée, et si d'aventure il décide de ne pas continuer, ce que vous devez savoir, nous, chez nous, Alassane Ouattara, c'est notre candidat. Et s'il n'est pas candidat? J'en viens, c'est le candidat. Lui qui a toujours exprimé son désir le candidat de passer la main. Mais monsieur Sidi, écoutez-moi. Ce que je suis en train de Non, je vais répondre. non, Je vais laisser, au fait. Non, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Laissez qu'il C'est pour vous dire, je vous ai très bien écouté tout à l'heure. Allez, répondez à la question. Laissez-moi juger de mon temps de parole. Laisse-moi juger de mon temps de parole. C'est dangereux. Vous n'avez pas la parole. J'ai dit, nous, notre candidat naturel, c'est Alassane Ouattara. Mais s'il décide de ne pas y aller et qu'il nous montre quelqu'un de confiance, parce que nous avons entièrement confiance à Ouattara, nous allons soutenir cette personne en bloc. Bien. Allez-y maintenant. Mais notre désir ardent, c'est qu'il parte à ces élections. Allez-y maintenant, vous avez la parole. Ils n'ont personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont pris leur temps à chercher du profil. Il y a assez de cadres au RHDP qui peuvent soutenir. Mais il n'est même pas capable de dire, après Ouattara, qui peut soutenir. Non, je n'ai pas, demandé qui soutenir après Ouattara. Oui, si Ouattara n'est pas candidat. Est-ce qu'ils soutiendront le candidat qui sera choisi par le RHDP? C'était la question. Non, vous avez posé la question de savoir si le président Ouattara décide de ne pas aller aux élections. Est-ce que vous allez soutenir le candidat qui sera désigné? Mais pour répondre à cette question, il a dû tituber. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de plan B. Vous comprenez? Ils n'ont aucun plan. C'est des gens, le président de la République est là, ils ont trouvé certaines grâces, ils sont en train de manger, le reste, ça suffit pour eux. C'est pour ça qu'il y a dit tout à l'heure que ce mouvement qui est lancé est un mouvement ventriste. Bien. Alors, dernière question pour terminer. Comment la justice peut-elle garantir que son engagement ne se limite pas qu'à la période électorale, c'est-à-dire pré- et post-électorale, mais que vous vous inscrivez dans un travail continu? Ok, d'accord, merci beaucoup. Pour vous dire que la justice va demeurer sur le terrain, pas juste pour les élections, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de ceux qui gèrent la justice au niveau de l'Agnaman, je suis très heureux, M. Lerounion vient de dire qu'il a des connaissances en Agnaman, et comme on le dit en griffe, il peut checker. Nous sommes à Agnaman, nous soutenons le RHDP depuis autant RDR, pour lui dire que, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous sommes des militants de première heure. Pour dire, nous allons soutenir le RHDP, même au-delà de l'élection présidentielle de 2025. Parce que le RHDP est notre histoire. Bien. Oui. Merci à vous, M. Adama Bakayoko. Je tiens à rappeler que vous êtes le secrétaire général de la JUSI, l'Alliance des Jeunesses Unies de Côte d'Ivoire.
Merci d'avoir honoré notre invitation et à très bientôt. Merci à vous également. Laurie Nyonka, vous êtes analyste politique, consultant et écrivain. Rendez-vous aussi à très bientôt. Nous marquons une courte pause. On revient juste dans quelques instants pour la seconde partie de cette émission. Nous parlerons des déguerpissements à Abidjan avec Pulcherik Balé qui s'intéresse surtout à cette question et Eric Bayala, journaliste, analyste et patron des presses, juste après la pub. Nous sommes de retour de la pub et rejoints par Pulcherik Balé. Bonsoir. Bonsoir Sidik. Bonne semaine à vous. Merci. Et Eric Bayala, bonsoir à vous. Bonsoir Sidik. Bonne semaine aussi. Merci. Alors, nous parlons dans cette partie de 3000 lots aménagés, bien sûr, pour des déguerpis de Jesco et Boribana, arrachés aux zones à risque d'Abidjan. Des milliers de familles s'apprêtent à tourner une nouvelle page de leur histoire, cette fois dans des logements modernes. Une promesse en marche est symbolisée par la visite du site de recasement dans Donkwa 1, dans la commune d'Anyama, effectuée la semaine dernière par le Premier ministre chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, accompagné d'une délégation ministérielle. Les détails de cette visite avec Evra Ebi et Séverin Dia. Reportage. Le chef du gouvernement entamé sa journée d'inspection des chantiers. Un site de 36 hectares a été aménagé à Ndokwa 1 pour le relogement des sinistrés d'Abidjan. Il sera doté d'infrastructures modernes. Un programme social sera également lancé en faveur de ces personnes en vue de leur autonomisation. L'État ivoirien est solidaire des personnes qui ont perdu leur domicile dans les opérations de libération des zones inondables. Nous avons à cet endroit près de 3000 lots qui seront mis à leur disposition. Sur ces sites, l'aménagement sera fait en sorte que la voirie principale sera bitumée. Les voiries secondaires et tertiaires, c'est-à-dire deuxième et troisième niveau, seront en pavé. Et à cet endroit, nous allons positionner des agoras pour permettre à la jeunesse de s'exercer au sport et de se divertir de façon sereine. Selon le Premier ministre, ces chantiers génèrent plus de 500 emplois avec près de 97% des jeunes ivoiriens. Voilà, Eric Bayala, tout d'abord, quel sens donnez-vous à cette initiative du gouvernement ivoirien? D'abord, je voudrais profiter de votre micro pour dire toutes mes félicitations à Mme Bali, qui a été primée à l'occasion de la cérémonie organisée par les observateurs de médias. Le prix de l'Ivoirien nouveau en termes de meilleure organisation de la société civile. Meilleur acteur, pardon, de la société civile. Merci. Pour le sujet, en ce qui concerne l'élément que nous venons de voir, je pense que selon de notes de la volonté du gouvernement d'apporter une réponse très claire à tous ces foyers défavorisés qui, à l'occasion de l'opération de déguerpissement des zones à risque, ça permettra donc à ces foyers-là d'avoir des logis, des logements. Et il faut dire que cette opération qui a concerné exclusivement les habitants de Boribana et de Jesco, et d'abord on se souviendra qu'en mars 2024 dernier, le Premier ministre avait déjà visité un premier site à Songon, un site d'environ 3000 lots également. Et il y avait des appuis financiers pour permettre à ces différentes familles déguerpies de pouvoir se reloger en attendant que le gouvernement mette à disposition ces nouveaux habitats. C'était environ plus de 617 millions qui avaient été distribués en raison de 250 000 francs par famille déguerpie. Et là encore, aujourd'hui, on vient de voir qu'il y a encore 3 autres 1000 lots, environ 36 hectares, qui sont mobilisés par le gouvernement pour le recasement de ces différentes familles déguerpies. Donc, en clair, on se situe entre 6 000 lots qui ont été déjà mobilisés. Et je pense que c'est une réponse sanglante aux prêchationnistes qui clamaient à tue-tête le malheur et la volonté manifeste du gouvernement de ne pas investir dans le capital humain. Et je pense que c'est une réponse qui vient vraiment répondre considérablement à la volonté du gouvernement et de la politique en termes de logement du président de la République. Merci Eric Bayala. Pulcherik Balé, bravo et félicitations à vous pour votre prix de meilleur acteur de la société civile. Merci. Voilà, on espère que cela va continuer. Oui, bien sûr. Voilà. Et la question que nous vous demandons également, c'est quel sens donnez-vous à cette action, cette initiative du gouvernement ivoirien? Bon, c'est toujours bien d'entendre ce genre de nouvelles, mais
nous, on a des raisons de nous inquiéter. Pourquoi? Oui, justement, j'allais le dire. D'abord, c'est important de préciser que la plupart des quartiers qui ont été déguerpis ne sont pas dans des zones à risque. Il n'y a jamais eu d'éboulement ou d'inondation à Jesco, à Banco 1, à Boribana ou encore à Abattoir. Sur les sites que nous connaissons, là, il n'y a jamais eu ça. Donc, ce n'était pas des zones à risque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est important de noter qu'il y a 3 catégories de sites qui ont été affectés par les déguerpissements. Il y a des zones où les gens ont leur papier. On l'a dit et on le répète, à Jesco, les gens ont leur papier. Il y en a même qui ont eu leurs derniers ACD en décembre 2023, quand en janvier, et à partir de janvier, ils ont commencé à casser. Il y a des villages. On a vu le cas d'Adjamé village, mais il y a Banco 1 aussi, qui est un village qui a été créé par décret. Les papiers sont là. Les chefs de village ont leur arrêté de nomination par l'administration. Banco 1 n'est pas un quartier précaire. Et il y a effectivement certains quartiers précaires. Et ces quartiers précaires-là existent depuis une trentaine d'années pour certains, pour dire que les mairies, la construction ont quand même participé à l'existence de ces quartiers-là où les gens payent des taxes. Donc, la troisième chose à relever, c'est que si le gouvernement était réellement dans une logique de faire du bien aux populations, on aurait procédé à des recensements avant de casser. Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose avec ces 3000 lots-là, c'est qui seront les bénéficiaires, comment ils vont être identifiés. Parce qu'il y a plus de 3000 ménages qui ont été affectés par les déguerpissements et on veut distribuer 3000 lots. Ces 3000 lots-là, comment on va identifier les bénéficiaires? Et pourquoi Jesco et Boribana? Parce que après Jesco, il y a eu Banco 1, il y a eu d'autres quartiers avant que Boribana ne soit affecté. Et donc, on se pose vraiment beaucoup de questions. Et avant même que ce site d'Adonkwa ne soit présenté, le gouvernement avait parlé d'un site à Songon. On n'a jamais vu ce site. Aujourd'hui, on nous dit Adonkwa 1. OK. Mais comment ça va se passer? Pourquoi Jesco et Boribana seulement? Comment on va attribuer ces lots? Parce qu'à Jesco, il faut préciser que le premier groupe qui a été cassé avec l'école Chat-Hélène est moins important que les autres groupes qui ont suivi et qui n'ont été recensés par personne. Donc, franchement, il y a lieu de s'inquiéter. Bien, Eric Bala, c'est une situation qui soulève beaucoup d'interrogations auxquelles vous pourriez peut-être répondre. Non, mais d'abord, ce que je veux dire, je veux dire que le cas de Jesco, les maisons qui ont été déguerpies à Jesco étaient des maisons qui étaient dans des zones à risque pour la simple raison que vous vous souviendrez qu'il y a eu des saisons de pluie où l'autoroute du Nord, à partir de Jesco, il y a, comme on appelle, a cédé. On était obligé de faire des travaux d'urgence et cela à cause des habitations à côté. Donc, c'était une zone à risque. Pour ce qui est du cas de Banco, dont elle a fait cas pour dire que c'était un village et que ce village-là n'était pas dans une zone à risque, je voudrais rappeler que dans le cas de la politique d'urbanisation du Grand Abidjan, il y a des sites qui sont vraiment habités, mais dans la politique d'urbanisation, pour permettre à Abidjan d'avoir une image de grande capitale, il y a une politique qui a été mise en place par le gouvernement. Et il y a des habitations ou bien des zones qui sont peut-être qui sont affectées et qui ne sont pas dans les mêmes dispositions pour que cette politique d'urbanisation puisse se faire de façon normale. Et donc c'est pour cela que le gouvernement a décidé donc de mettre à disposition ces 3000 lots. Pour ce qui est des déguerpis de Banco 1 et de Jesco, je l'ai dit tantôt, en mars, comment on appelle ça, 2024, le Premier ministre a visité le site qui doit abriter tous ces, comment on appelle ça, ces déguerpis. Ce sont des sites qui vont d'une superficie de 75 à 100 mètres carrés selon la taille des différents ménages. Et ces différents ménages-là ont été accompagnés avec un appui financier de 250 000 francs. Donc, ce site de Songon, il est connu, il a été visité au même titre que celui de Anyama qu'on vient de voir tout à l'heure. Et donc, il y a d'abord des dispositions. Maintenant, en ce qui concerne le recensement, dès l'instant où
le gouvernement établit déjà des mises en demeure, c'est-à-dire toutes les familles qui reçoivent les mises en demeure correspondent, qu'on appelle en même temps, au nombre de familles qui doivent être déguerpies. Et donc les mises, si on a distribué 3000 mises en demeure, on sait déjà que c'est 3000 ménages qui seront impactés par le déguerpissement. Donc c'est déjà connu, c'est déjà chiffré. Et ça, c'est déjà une volonté manifeste pour le gouvernement d'apporter une réponse à ces différentes familles-là. Maintenant, pour ce qui est comment est-ce que cela va se faire, je pense qu'il ne faut pas donner dans le pessimisme. Déjà, il faut saluer déjà l'action du gouvernement parce que des voix se sont levées ici pour dire que le gouvernement n'avait pas un visage humain et qu'on venait détruire les habitations des uns et des autres sans que rien ne soit fait. Et là, c'est une réponse très claire de ce que le gouvernement dispose de pouvoir prendre en compte toutes ces familles-là qui, pour certaines d'entre elles, étaient dans des conditions j'allais dire, difficiles, dans des quartiers précaires, et ça mettait en danger. À chaque fois que nous avons des situations de, qu'on appelle ça, nous étions en saison des pluies, on avait toujours à déplorer dans ces quartiers, Boribana, Mosikro, et pour ne citer que ces quartiers-là, des pertes en vie humaine, des éboulements, des glissements de terrain. Et c'est depuis que le déguerpissement a eu lieu, vous avez vu, même eu aujourd'hui, à l'occasion de la petite saison des pluies, on n'a pas encore déploré, si vous voulez, des pertes en vie humaine ou bien des glissements de terrain. Et en prenant sur lui de trouver des terrains pour pouvoir reloger les habitations selon les populations déguerpies, je pense qu'il faut avoir le minimum de courage de saluer l'action du gouvernement. Maintenant, attendons de voir avant de critiquer parce que j'ai bien peur qu'on fasse déjà la critique et puis derrière, quand la réponse sera satisfaisante, on aura peut-être de la peine à venir à faire. Est-ce que ce serait satisfaisant, 3000 lots? Pardon? Est-ce que ce serait satisfaisant? Oui, 3000 lots, mais est-ce que dans ces dispositions-là, sur un lot, on vous dit 3000 lots, et les lots sont en moyenne de 500 mètres carrés. Dans les dispositions de Songon, en fonction des ménages, donc il y a eu un recensement de 75 mètres carrés à 100 mètres carrés. Et donc si vous avez un lot qui fait 500 mètres carrés, imaginez-vous combien d'habitations, sinon combien de maisons qu'on peut construire déjà sur un lot. Donc, ne voyons pas, ce sont le nombre de lots, ça ne correspond pas forcément au nombre d'habitants de maisons à construire. Ça, il y a une nuance qu'il faut faire. Bien. Puis, Chérif Barlé, vous qui êtes assez impliqué dans cette affaire, quels sont les critères qu'il faudrait établir pour pouvoir attribuer ce lot de manière transparente? Le premier critère serait que ce soit effectivement des victimes. Il dit qu'il faut attendre avant de faire la critique, mais nous ne faisons pas la critique au hasard. Déjà, pour attribuer les 250 000, il y a eu des listes frauduleuses qui ont été produites par les mairies. Les personnes qui ont été mandatées pour établir ces listes n'ont pas travaillé en collaboration avec les comités des déguerpis. Et donc, nous avons assisté à des listes où il y a des personnes qui ne sont pas victimes et où il y a des victimes qui ne sont pas sur les listes. Donc, ces 250 000-là n'ont pas été distribués d'abord à tous les déguerpis. Il n'y a que quelques-uns qui en ont eu et les autres, rien. Ceux qui ont reçu les 250 000 n'atteignent même pas 10% de l'effectif total des déguerpis. La deuxième chose, personne n'a reçu de mise en demeure. Ça, c'est important de le préciser. Tous les sites qui ont été déguerpis là, personne n'a reçu de mise en demeure. J'aimerais qu'on me présente une mise en demeure qu'on a donnée à GESCO, à Banco ou ailleurs. On a surpris les gens. Et j'aimerais que M. Bayala se mette un peu dans la situation de quelqu'un qui est dans sa maison, à qui on n'a pas donné de mise en demeure, on vient, on le surprend, on détruit sa maison avec ses effets personnels. Et quand on a détruit la maison de quelqu'un avec ses effets personnels, 250 000, ce n'est rien. Et là encore, tout le monde n'a pas reçu. Ensuite, le 13 mars 2024, quand le gouvernement a donné certaines mesures, toutes ces mesures n'ont pas été appliquées. C'est seulement celle de 250 000. Et on détruit votre maison en février. C'est en novembre, là, on vient vous montrer un site sans que vous ne soyez même sûr que vous serez sur la liste. Donc, pour revenir à votre question, pour les critères, il faut être effectivement victime. Et pour être sûr qu'on aura les vraies victimes, il faut associer les comités des déguerpis à la finalisation des listes. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut tenir compte des superficies perdues. Parce que si moi je suis à GESCO, j'ai mon terrain de 600 mètres carrés avec
ACD, on ne va pas aller me donner 75 ou 100 mètres carrés. Parce que quand vous prenez les 36 hectares, ça nous fait 360 000 mètres carrés. Si vous divisez ça par 3 000, ça donne 120 mètres carrés. Donc, on aide les gens ou on ne les aide pas. Moi, je ne peux pas avoir une cour où j'ai construit des maisons que je mettais en location et puis on va venir me donner 75 mètres carrés. C'est pour faire quoi? En temps, le 13 mars, ils ont dit qu'ils vont donner une aide au relogement de 1000 francs, je ne sais pas pourquoi je dis toujours 1000 francs, de 1 million. Avec 1 million, là, on construit quoi? Ça suffit à peine pour faire peut-être la fondation. Donc, franchement, dans les critères, il faut être vraiment victime. Il faut tenir compte des superficies perdues. Mais il faut aussi que les gens soient accompagnés avec des moyens conséquents qui leur permettent de reconstituer leurs biens. Bien, Eric, la réaction dessus avant de passer à un autre chapitre. Non, mais justement, je dis qu'il ne faut pas, comment dire, mettre la charrue avant les bœufs. Et il y a lieu d'indiquer clairement que les habitations qui ont été détruites, notamment par exemple à Boribana, en collaboration avec les différentes mairies concernées, il y a eu distribution de mises en demeure. Parce que ce qui s'est passé, quand le gouvernement donne les mises en demeure, le gouvernement ne vient pas le lendemain pour procéder au déguerpissement. On vous donne le temps maximum de vous reloger. Il n'y a pas eu de mise en demeure à GESCO ni à Banco. Il y a eu des gens qui ont reçu... Les cas sont les gens, il y a eu des gens à qui on a donné des mises en demeure, des propriétaires de maisons qui ont quitté leur habitation, qui sont allés se reloger ailleurs, et ils ont mis leurs habitations en location à des personnes sans toutefois leur dire que cette maison-là sera détruite parce qu'on a reçu des mises en demeure. Vous permettez que je précise. Et que ces personnes-là, ayant été victimes, sont venus dire qu'on n'a pas reçu de mise en demeure. Mais ça a été constaté partout. Des gens qui ont reçu des mises en demeure sont partis et par mauvaise foi, ils ont cédé leur maison à des locataires qui n'avaient pas l'information, qui sont venus, on appelle ça, habiter ces maisons-là. Et malheureusement, quand le gouvernement a distribué les mises en demeure pour dire que ces quartiers-là vont être déguerpis, le gouvernement n'est pas venu au lendemain de ces mises en demeure. Il y a des sites où ça a pris 6 mois, voire des années, avant que le gouvernement ne vienne. Donc, le gouvernement a donné le temps nécessaire à ces personnes concernées avant de venir déguerpir. Maintenant, les zones où il y a eu la destruction des maisons, elle a parlé des maisons qui avaient des ACD, mais bien entendu, ceux qui sont légalement constitués, qui avaient des documents qui prouvent qu'ils sont dans leurs droits, bien, dans la redistribution des lots, cela sera pris en compte. Mais il y a également, dans ces différents cas, il y a eu plusieurs déguerpissements, mais il faut faire le distinguo entre les commerces qui ont été détruits dans ces zones et les habitations. Donc, il y a une nuance à faire. Donc, ceux qui avaient des commerces là, dans ces habitations, des commerces de fortune qui ont été, qu'on appelle, détruits, dans la politique sociale du gouvernement, ceux-là, on a demandé de les appuyer, de les accompagner. Quand on parle d'une aide au relogement de 1 million de francs CFA, ce n'est pas par le construire des maisons. On vous donne les 1 million de francs CFA pour vous permettre de trouver, c'est-à-dire, comme on dit, une caution, pour vous permettre de vous reloger en attendant que le gouvernement trouve les dispositions pour pouvoir vous loger. Bien, alors, ça dit, il faut que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Je reviens tout à l'heure. Eric Bayala, quel bilan humain et social vous tirez de ces opérations de déguerpissement? Oui, d'abord, dans un premier temps, il faut dire que c'est quand vous prenez le cas de Boribana, ce sont des sites qui, en fait, excusez-moi de l'expression, c'était pratiquement des bidonvilles. Et donc, quand on veut donner un visage à une capitale aussi belle qu'Abidjan, pour ce qu'elle a représenté durant la CAN et pour tous les commentaires favorables dont elle bénéficie, il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour que Abidjan soit vraiment hissé au nombre des capitales qui font bien vivre. Donc, tous ces bidonvilles-là qui ont été rasés aujourd'hui, quand vous passez par le pont, par exemple le 4e pont, vous avez vu, quand on avait commencé et qu'il y avait des vues aériennes, on se rendait compte que ça ne présentait pas bien pour l'image d'Abidjan. Mais aujourd'hui, ces sites-là ont été dégagés. Il y a un plan d'aménagement urbain qui va remettre, si vous voulez, en lumière ces sites-là pour participer à donner plus d'éclat à la ville. C'est vrai, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Nous sommes compatissants du corollaire qui a suivi à ces différents déguerpissements, mais il faut dire que le gouvernement est soucieux du bien-être de ces populations. Parce qu'il ne faut pas déjà montrer du mauvais doigt le fait que le gouvernement n'a pas conscience du fait qu'en procédant à des déguerpissements, cela aura une incidence sur ces personnes qui sont concernées. Et c'est pour cela que le gouvernement s'empresse à pouvoir les reloger. Et dans cette politique de relogement du gouvernement qui prend en compte
toutes ces personnes qui ont été déguerpies, en prenant également en compte les personnes qui étaient établies, qui étaient dans leurs droits, mais c'est un gouvernement sérieux qui va faire face à tous ces besoins-là et dans les conditions de réattribution des différents, comment on appelle ça, lots et des différents logements. Quand le Premier ministre et le ministère, en relation avec le ministère de la Construction et du Logement, se mettre ensemble, c'est pour bien évidemment déterminer comment est-ce qu'on va repartir et quels sont les bénéficiaires. Maintenant, quand Mme Balé disait que il y a eu une mauvaise redistribution au niveau des 250 000 francs. Il y a eu des familles qui ont été lésées. Il y en a eu qui n'ont pas eu. Mais laissez-moi vous raconter également. Parce que voilà ce qui s'est passé. Des gens habitent une maison et le tuteur légal de la maison n'étant pas là, ça veut dire que celui qui loue la maison, il a avec lui des gens qui habitent la même maison avec lui. Et donc, quand ce dernier, au moment où on donnait les 250 000 francs, le propriétaire, ça veut dire que celui qui paye le loyer n'a pas été recensé, mais un membre de son habitat qui est venu au nom de la famille prendre de l'argent pour dire qu'effectivement, dans tel foyer, nous étions constitués, mais comme le tuteur légal n'est pas là, c'est moi qui ai été mandaté. Bien évidemment, la mauvaise foi a fuité, sinon est venu du fait que dans les propres familles, les ayants droit n'ont pas été informés par ceux qu'on a trouvés. Ils sont allés prendre cet argent-là au détriment des ayants droit. Sinon, tout le monde a reçu les 250 000 francs conformément aux choses qu'on appelle ça, aux critères qui ont été définis, aux instructions qui ont été données par le gouvernement. Merci. Pouchol Balé, vous avez maintenant la parole, vous allez rebondir et puis faire votre bilan, voilà, votre bilan social et humain de ces opérations de déguerpissement. D'accord, merci beaucoup. Je crois que M. Bayala manque d'informations et donc donnez-les-moi. Il pêche involontairement. Voilà. D'abord, il faut préciser que les cas dont il a parlé, de personnes qui auraient été informées, qui sont parties, qui ont mis leur maison en location, permet de dire qu'il y a 2 cas à Boribana. Il y a le cas de ceux qui étaient installés dans l'emprise du 4e pont. Boribana est sur 21 hectares, ou du moins était sur 21 hectares. Il y a 7 hectares qui étaient concernés par le projet du 4e pont et il y a 14 autres hectares qui n'étaient pas concernés. Donc ceux qui étaient dans l'emprise du 4e pont ont été effectivement dédommagés et certains ont même été relogés à Songon. Et ça, c'est dans le cadre d'un déplacement involontaire de population où toute la procédure a été respectée. C'est différent d'un déguerpissement qui est sauvage et violent. Au moins, il y a eu... Mais ça, c'est même pas par bonne foi que le gouvernement l'a fait. Hein. Parce que je vous explique. Il y a des projets... Laissez-moi finir. Allez-y. Il y a des projets qui sont financés par des bailleurs. Et ce sont les bailleurs qui exigent que la libération de l'emprise soit soumise au respect des procédures. Ces bailleurs ne viennent pas d'eux-mêmes. Donc ceux qui étaient sur l'emprise du 4e pont ont été effectivement dédommagés et ils ne sont pas concernés par vous trouverez également des gens qui vont dire qu'ils étaient sur l'emprise mais qui n'ont rien reçu. C'est ceux-là. Et ça, c'est les gens. On en connaît toujours. Ceux qui ont été dédommagés, vous allez les interroger. Il y a d'autres qui viendront vous dire qu'effectivement, notre habitation était sur l'emprise du 4e pont, mais nous n'avons pas été dédommagés. Pourtant, ça a été le cas, ça a été prouvé que tous ceux qui étaient concernés, non seulement ont été dédommagés, mais ceux qui étaient à côté, c'est-à-dire à part les 7 hectares concernés, mais tous ceux qui étaient de part et d'autre avaient reçu déjà une mise en demeure de ce que le déguerpissement devrait se faire. Allez-y. Voilà. Donc ceux qui étaient sur les 7 hectares, c'est eux qui ont été dédommagés et la plupart ont été relogés à Songon. Le problème, c'est que le gouvernement n'a pas respecté toute la procédure. Quand on dédommage des gens et qu'on les reloge, on prend possession de l'emprise. On ne laisse pas les gens là. C'est le fait de les avoir laissés là qui a ouvert la porte à certaines pratiques qui malheureusement ont porté, laissez-moi terminer, le gouvernement a permis à ces personnes laissez qu'elle termine. C'est pour ceux qui étaient dans l'emprise du 4e pont. Les autres qui sont sur les 14 autres hectares et tous les autres sites qui ont été déguerpis ont été victimes de déguerpissement. Eux, ils n'ont rien reçu et ils n'ont reçu aucune mise en demeure. La deuxième chose, c'est qu'il dit que le gouvernement est soucieux du bien-être et c'est pour cela qu'il s'empresse à donner les lots. Non, quand on est soucieux du bien-être, nous, on n'est pas contre la politique d'urbanisation, c'est tout à fait normal. Mais il faut le faire
sans détruire des vies. Quand on prétend parallèlement lutter contre la pauvreté, on ne peut pas déguerpir des gens. On ne devrait pas assister même à ces déguerpissements. Et ce n'est pas des mois après, pendant que certains sont morts, des familles sont disloquées, des scolarités sont interrompues, qu'on va dire qu'on s'empresse. On s'empresse comment? On a juste présenté un lot, un site plutôt. Il n'est pas encore distribué, il n'est pas encore habité. Donc les déguerpis sont toujours dans une situation désastreuse et déplorable. Maintenant, il faut faire la différence entre les locataires et les propriétaires. Le propriétaire, c'est celui qui a construit son bâtiment. Il est recensé, mais le locataire aussi est recensé. Et les 250 000, c'était pour toutes les catégories. Et les locataires et les propriétaires pour pouvoir se reloger rapidement. Les 1 million là, ce n'était pas pour payer caution. Bien. Ils ont dit que c'est 1 million pour l'aide à la construction. C'est-à-dire que quand on allait donner les lots, là, c'est là ils allaient donner ça aux gens pour reconstruire. Bien, sinon, tout le monde devait avoir droit aux 250 000. On va progresser. Donc, pour revenir sur le bilan. Oui, le bilan rapidement. Social et On va humain. faire rapidement le bilan. On n'a que 5 minutes pour terminer. D'accord. Pour revenir sur le bilan social et humain, on va dire qu'il est très désastreux. Parce que les gens n'ont pas été recensés. Plusieurs n'ont pas reçu les 250 000. On va dire même la majorité, les 90% des déguerpis n'ont pas reçu les 250 000. Comme je le disais tout à l'heure, des scolarités ont été interrompues, des emplois ont été perdus et il y a des activités qui n'ont rien à voir avec ce dont M. Bayala parlait, c'est-à-dire je suis à la maison, je mets une petite table devant ou bien je prends une chambre pour faire une boutique. Il y a des activités à part entière qui n'ont pas été prises en compte. Ces gens-là ne sont sur aucune liste. Il y a 133 éleveurs qui étaient à Gesco-Rivière, qui ont été même installés là par l'État, qui ont été déguerpis sans avertissement, sans dédommagement, sans rien du tout. Et ils ne sont sur aucune liste. Donc vraiment, le bilan, il est très, très, Bien. très désastreux. Alors, lors d'une réunion interministérielle élargie aux membres de la cellule d'aménagement des quartiers précaires du district d'Abidjan, tenue le 21 novembre dernier, le Premier ministre Robert Begue-Mambe a énoncé des directives claires. Il a rappelé que toute opération de déguerpissement doit désormais répondre à une condition stricte, l'existence d'un risque imminent. Quelle est votre lecture de cette décision saluée par beaucoup d'Ivoiriens, Eric Bayala? Bon, je veux dire d'abord, dans un premier temps, le fait même que le Premier ministre l'ait énoncé, c'est d'abord l'un des critères premiers qui a concouru à procéder aux différents déguerpissements. Maintenant, je profite de cette lucarne pour dire que toutes les personnes qui ont été dédommagées, qui ont été déguerpies, en ce qui concerne les différents sites dont nous avons été, nous en avons parlé tout à l'heure, ces personnes-là, chacune d'une manière ou d'une autre, ont reçu l'assistance de l'État. Ce n'est pas parce que vous le dites que ce n'a pas été le cas. Nous, on est au quotidien avec les déguerpis, on n'invente rien. Justement, il faut les inviter ici, ils vont venir témoigner. La proximité que vous avez vue avec ce qu'on appelle les militants, merci, ça ne veut pas dire que... Il ne faut pas faire du militantisme. Merci. Allez-y, Eric Bayala. Vous avez eu des contacts avec les déguerpis? Allez-y, Eric Bayala. Non, je lui laisse le temps de faire. Allez-y, répondez à la question. Donc, je suis en train de dire, le fait de pouvoir venir dire que ça n'a pas été pris en compte, ou bien les déguerpis n'ont pas reçu de mise en demeure de la part du gouvernement, ce n'est pas le fait de le dire qui revêt en lui la vérité. Mais on le dit parce que c'est la vérité. La chose qui est la plus sûre, c'est que le contact avec les déguerpis, là, ce n'est pas vous seul, parce qu'il n'y a pas un guichet unique où on va prendre un ticket pour aller se mettre au contact avec les déguerpis. Donc nous autres, nous avons été dans le cadre donc, des différents articles portant sur les conséquences des déguerpissements. Nos équipes, nos reporters ont été visiter ces familles. Mais vous savez que lorsqu'il y a une situation qui se présente, malheureusement, l'opposition s'en saisit pour en faire un chou gras et pour venir jeter l'anathème sur la politique du gouvernement en ce qui concerne cette opération. Terminons avec la décision du Premier ministre. La décision, comme je le disais dans mes propos introductifs en ce qui concerne cette question, le déguerpissement, le Premier ministre a dit que ça doit répondre à un critère vraiment imminent qui présente un risque imminent. Mais bien entendu, depuis toujours, les quartiers qui ont été déguerpis, pour la plupart, je dis bien, d'entre eux, il y avait vraiment des risques. C'est pour ça qu'il y avait même des sensibilisations au niveau de la télévision, il y a eu des spots, il y a eu des capsules pour demander aux populations de libérer non seulement les emprises, mais de quitter les zones à risque. Et aujourd'hui, le Premier ministre, en le disant, c'est déjà une information, une alerte
qu'il donne à ces différentes populations-là pour dire que si vous êtes dans une zone et que cette zone est reconnue comme une zone à risque, le gouvernement vous prie de pouvoir prendre les dispositions pour libérer. Bien. Parce que demain, quand il y aura une opération, ces personnes-là diront qu'elles n'ont pas été informées, qu'elles n'ont pas été dédommagées, elles n'ont pas reçu de mise en demeure. Merci. Mais quand vous savez que vous êtes dans un ravin, Merci, et Eric qu'il y a un Bayala. communiqué qui vous invite à quitter le On ravin, vous a bien compris. c'est une mise en demeure. Bien. On n'a pas besoin de vous signifier un papier pour que vous partez de là. Michel Balé, pour terminer, votre réaction sur cette dernière décision du gouvernement ivoirien? Oui, nous sommes déjà très heureux qu'enfin, cette cellule soit fonctionnelle parce qu'elle a été mise en place par le Conseil des ministres du 13 mars et jusqu'à présent, elle n'était pas fonctionnelle. La deuxième chose, nous dirons que ce n'est pas trop tôt. Parce que si cette norme avait été prise en compte dès le départ, il y a des quartiers qui n'auraient pas été déguerpis parce que ces quartiers-là ne sont pas des zones à risque. Il y a même une cité immobilière au niveau de GESCO où sur 70 maisons, on en a cassé 25, on ne sait pas pourquoi. Donc, ce n'est pas trop tôt qu'enfin le gouvernement se base sur des critères objectifs pour la suite. C'est ce qu'on avait toujours demandé. Donc, maintenant, on espère qu'on aura à disposition, parce qu'on a demandé la liste de ces quartiers à risque-là pour pouvoir aller sensibiliser les populations afin de les préparer à cela et on n'a jamais eu de réponse sur cela. Merci. Place maintenant au carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos consultants font des coups de gueule sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Et nous allons permettre le premier carton rouge de cette émission avec une femme plus Eric Balé pour ouvrir la semaine. Carton rouge. Mon carton rouge va à l'endroit de tous ceux qui, sur les plateaux télé, débattent des problèmes qui concernent notre pays. Les Ivoiriens nous regardent, le monde entier nous regarde et c'est vraiment dommage qu'il y ait des gens qui aillent jusqu'à s'insulter, jusqu'à dire des propos qui ne témoignent non seulement pas d'une bonne éducation, mais qui ne constituent pas des exemples pour les jeunes qui nous regardent. C'est vraiment très désolant. Et comme nous sommes dans une année préélectorale, nous pensons qu'il faut de la modération, de la mesure sur les plateaux. Donc je donne un carton rouge à tous ceux qui s'illustrent très mal sur les plateaux télé. Bien, Eric Ba, la réaction sur ce carton rouge. Bon, en le disant certainement qu'elle a été témoin d'une scène, je ne sais pas... Oui, mais bon, on ne peut pas citer pour ne pas faire de la mauvaise publicité. Ok, mais en tout cas, je pense que d'abord, en venant sur un plateau télé pour débattre d'un sujet quelconque proposé par la rédaction, cela renvoie à deux caractères essentiels. Le premier, la pertinence des argumentations, et puis le second, la prestance et la posture des différents débatteurs. Parce que quand on vient prendre votre avis sur une question, vous avez une image à construire. Parce que la télévision n'est pas faite seulement pour les Ivoiriens, c'est au-delà même de nos frontières. Et donc, il y a une attitude, il y a un comportement que l'on doit avoir sur le plateau. Parce que ce n'est rien d'autre que des échanges d'arguments. Parce qu'après cela, il y a des rapports cordiaux qui peut avoir entre tous les débatteurs qui sont invités. Et donc, vivement que les uns et les autres s'imprègnent de cette belle attitude et qu'ils donnent l'exemple. Maintenant, votre carton rouge. Mon carton rouge, il est porté à l'endroit du ministère de l'équipement et de l'entretien routier avec la mairie de Cocody. Sur le tronçon à Toban, le tronçon qui part de la pharmacie Saint-Bernard en passant par la direction générale des marchés publics, pour aller vers le rond-point de la CNPS. Il y a une série de dodanes là qui ne justifient en rien leur présence. Et cela constitue un embouteillage monstre, c'est-à-dire à partir de 15h30 jusqu'à 21h, si vous avez la malchance d'emprunter cette voie, mais vous ne pouvez pas bouger. Et il n'y a vraiment pas de raison valable qui explique la multitude de ces dodanes-là. Sur ce tronçon-là, à partir de... Quand vous passez la pharmacie Saint-Bernard, vous avez déjà 3 dodanes. Après la pharmacie Saint-Bernard, vous faites 800 mètres, vous avez plus de 17 dodanes avant d'arriver au niveau de la direction générale des marchés publics. Mais quand on finit de franchir la direction des marchés publics, la voie est fluide parce qu'il n'y a plus de dodanes. Et ça fait un ralentissement, mais pas possible. Et nous sommes en période de fête. Vivement que le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, avec la mairie de Cocody, puisse vraiment se concerter pour que
ces deux dames-là soient considérablement revues pour permettre une fluidité de la circulation à ce niveau-là. Pécheric Balé. Oui, je vois un peu le tronçon dont il parle là. Et en général, on met des ralentisseurs quand une voie traverse l'agglomération en termes d'habitation de part et d'autre, alors qu'à ce niveau dont il parle là, ce n'est pas le cas. Il y a une cité qui est à gauche. De l'autre côté aussi, il y a des habitations, mais ça ne traverse pas l'agglomération en tant que telle. Et comme c'est une voie qui relie des voies importantes, il serait vraiment nécessaire que ces deux dames-là soient supprimées et puis peut-être voir là où c'est vraiment justifié. Maintenant, le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 2. 2. On va dire 2 ans. Non. Dans quel domaine? Ah, politique. Ah oui, le COGEP. Voilà, bien sûr. Le 23 novembre dernier a été marqué par la célébration de l'an 2 du retour de Charles Blé Goudé, président du COGEP à Gagnoa. Il a lancé un appel au président de la République, Alassane Ouattara, pour qu'il prenne une loi d'amnistie pour libérer tous les prisonniers de la crise de 2010-2011. Charles Blé Goudé estime que la Côte d'Ivoire doit avancer dans un esprit de réconciliation, dit-il. Pécheric Balé, commentaire sur la célébration de l'an 2 du retour de Charles Blé Goudé. Bon, c'est tout à fait normal hein, que... Et tous ces propos tenus, hein, tôt ou tard, je vais diriger un jour la Côte d'Ivoire. Non, c'est son droit. Nous sommes tous, en tant que citoyens, en droit de vouloir diriger notre pays si on pense qu'on en a les capacités. Je pense surtout que c'est sa proposition qui est importante de libérer les prisonniers des crises politiques parce qu'on ne peut pas comprendre que certains soient libérés et que d'autres soient encore en prison, alors que nous avançons encore vers l'année électorale. Et tout ça, ça peut être des sujets aussi de tension. Et pour nous autres, la réconciliation n'est pas encore totale. Il faut que ces actes forts-là soient posés par le président de la République pour décrisper, pour apaiser le climat sociopolitique. Merci Eric Bayala. Réaction sur cette célébration? Bon, moi, c'est au niveau des propositions. Hein. Je pense que le gouvernement a déjà, en ce qui concerne les prisonniers politiques, tous les prisonniers politiques, en tout cas des crises qu'ont connues la Côte d'Ivoire, ont tous bénéficié d'une libération. Ils sont tous dehors. Ceux qui sont encore peut-être en détention, c'est qu'ils sont auteurs de délits qui n'ont absolument rien à voir avec les crises politiques. Et en ce qui concerne les questions d'amnistie, les questions de grâce présidentielle, je pense que le président de la République en a pris plusieurs. Et tous les acteurs majeurs de la politique en Côte d'Ivoire sont tous dehors. Et ce, par le bon vouloir du président de la République de participer à la réconciliation nationale. Parce qu'il y a certains qui pensent que c'est le retour de leur formation politique au pouvoir qui va dire qu'il y a eu la réconciliation en Côte d'Ivoire. Non, on n'a pas besoin forcément de venir au pouvoir pour se rendre compte qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont réconciliés. Merci Eric Bayala, merci à vous, Pécheric Balé. À fin de cette émission, rendez-vous demain à 20h15 pour un entretien exclusif avec Sébastien Dano-Diédié, président exécutif du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. À demain et bonsoir. Portez-vous bien.